Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur cette troisième conférence de la quatrième journée du Congrès international Semaine du bien-être et de la qualité de vie au travail. Pour vous, nous recevons cet après-midi Dr Hans Benchek. Bonsoir Hans. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Très Comme je t'ai bien. dit. Ok, et là, tu es depuis Paris que tu nous Tout parles. à fait. Depuis Paris, donc je vais former demain et après-demain, et j'ai la chance d'être bloqué à Paris à cause du test PCR. Ah, mais très bien. Voilà, c'est une opportunité. Tout à fait. Et voilà. Et donc, cet après-midi, nous allons parler avec toi de dialogue social à travers la communication ericksonienne. Donc, pour nos spectateurs qui nous suivent sur YouTube également, euh, Dr Hans Benchek, il est médecin. Il est enseignant hypnose certifié WHO et EFHTB. Il est maître praticien et formateur agréé Synapse en PNL, en coach. Il est certifié ICI et formateur coach Process Communication Model. Dr Hans Ben totalise autour de 20 ans dans le domaine médical et l'industrie pharmaceutique. Et donc, il assure des consultations, des formations, aussi bien en Afrique qu'en Europe. C'est un passionné par le bien-être des patients et des équipes. Et c'est très heureux que nous te recevons ici, Hans. En tout cas, avec toi, nous allons apprendre beaucoup cet après-midi. Il s'agira de parler de communication ericksonienne. Alors, je ne sais pas si tu veux que je commence maintenant à utiliser Oui, Ericsson. tu as la parole. On le Oui. laisse pour tout de suite. Non, tu peux commencer maintenant, là. D'accord. Non, pas tout de suite. Maintenant, Ah, tout de tu vois suite. comment tu étais confus? Eh bien oui, le but c'est ça en fin de compte pour tout ce qui est communication ericksonienne. Donc en fait, on peut commencer la rencontre par une question. Est-ce que parler est une influence? Est-ce que c'est une compétence ou une capacité? Parce qu'il y a des gens qui savent parler, on se dit, ah oui, c'est des beaux parleurs, ceux-là. Mais en fait, est-ce que c'est inné ou c'est acquis? Eh bien, vous allez voir que c'est acquis. On peut avoir tous ces outils-là. On a parlé aujourd'hui, on va parler de dialogue social, mais moi j'irai au-delà du dialogue social, le dialogue partout à la maison, le dialogue avec son épouse, le dialogue avec les gens dans la rue, avec les managers, avec les ouvriers. Donc c'est un dialogue, c'est une façon de faire, donc c'est une compétence qui a été évidemment découverte par Ericsson, quoi, pas Ericsson, qui a été pratiquée et après il a été modélisé. Donc moi je peux commencer l'histoire de trois personnes, donc en fait trois qui travaillent dans le même Est-ce bureau. que tu souhaites partager ta présentation maintenant ou bien par la Oui, suite? non, mais je vais commencer après, je vais la mettre, Il voilà. n'y a pas de souci, comme Donc, tu vois. voilà, je peux commencer. Là. Voilà. Donc, je disais donc, que nous allons voir ça ensemble tout d'abord. Mais en fait, je commencerai par une petite histoire. C'est l'histoire de trois collègues de bureau. Alors, il y en a un qui, lui, est toujours dans le ben, écoutez, nous devons faire aujourd'hui ceci, nous devons aller vers là-bas, il faut, il faut. Et puis, il y a le deuxième, il lui dit eh ben, et si nous ne devons pas? Et pourquoi il le faut? Et il y a le troisième qui s'est mis entre eux et qui, évidemment, essaye de trouver le compromis. Mais écoutons-nous, s'il vous plaît, essayons de trouver une autre façon de communiquer de ceci. Donc, je reviens, la communication est au centre de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, certes, nous allons voir le dialogue social à travers la communication ericksonienne, particulièrement avec le Milton Model. Mais le Milton Model, je dirais, c'est comme un diamant qu'on met dans un écrin. Alors, pour que le diamant soit bien tenu, il faut que l'écrin soit de qualité aussi et soit robuste pour protéger ce diamant-là. Et bien, nous avons les techniques. Donc, vous avez le Milton Model, mais il y a d'autres éléments qui vont avec. En fait, ce que nous allons voir aujourd'hui, il va vous donner le pouvoir d'influencer, le pouvoir d'arriver à ses fins et de transmettre ces messages.
Donc aujourd'hui, le Milton Model ou la communication ericksonienne de façon générale va vous permettre d'atteindre votre objectif, qu'il soit professionnel ou personnel. Et puis, ça va permettre aussi de ramener les gens vers vous et d'agrandir votre réseau. Ne pas le faire ou passer à côté, ça, du coup, vous fait perdre ce pouvoir et le donner à quelqu'un d'autre. C'est aussi voir votre objectif filer devant vous. Comme moi je dis, je prends toujours la métaphore, tu arrives et puis il y a le train qui passe, donc nous étions à 1 minute près. Et puis, ça risque aussi de ne pas l'appliquer, d'éparpiller ce réseau, de le perdre et de rester, au risque de rester tout seul. Donc, là, avant de commencer, je me rappelle d'un chef d'entreprise qui est venu me voir en cabinet de coaching parce que lui, il me dit, oui, ça ne passe pas, ça ne passe pas, personne ne veut écouter mes instructions, et puis il était mal. C'est vrai, c'était quelqu'un de directif. Ben, nous avons travaillé, il a appris au début quelques éléments de Milton Model qu'il a mis en application. Je le voyais au fur et à mesure des séances. Après, il est devenu un as de la communication et tout le monde était de son côté, même les ouvriers, tout simplement parce qu'il savait leur parler. Il a appris à s'adresser à ces personnes-là de la façon la plus appropriée et c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, voilà, l'organisation, donc le plan de présentation, mais qui vont être mixés quelque part, l'organisation dans un nouveau contexte, la posture du manager communicant, les outils de communication ericksonienne. Donc nous allons voir tous ces éléments-là. Et puis, moi, comme mes prédécesseurs aussi, chez Synapse, nous aimons bien l'interactivité. Donc, vous pouvez intervenir à tout moment. Donc, vous savez que le manager a plusieurs tâches. Et dans toutes ces tâches-là, il va communiquer. Que ça soit communiquer avec les autres, avec ses supérieurs, avec le reste de son équipe, ou même communiquer avec soi-même. Donc, si on commence là, ben, le manager, il va gérer. Et quand on dit gérer, il va gérer au minimum 2 choses, voire 3. Tout d'abord, il va se gérer à lui, parce que pour gérer les autres, nous avons besoin de nous gérer nous-mêmes. Il va gérer ses collaborateurs et tout le staff avec qui il travaille. Et puis, il va gérer aussi d'autres éléments comme du matériel, comme beaucoup d'éléments. Donc, dans la gestion, il y a un élément qui est toujours là, c'est cette communication et la façon de faire. Il va planifier aussi, mais en planifiant aussi, il va se gérer, il va se parler, il va utiliser, comme vous allez voir tout à l'heure, tous les éléments. Parce que si je suis bien, si je communique bien avec moi-même et que je suis bien, ben, je pourrai mieux planifier. Et après planifier, il va décider. Et cette décision qu'il va prendre, c'est selon les instructions, selon les directives évidemment de la société ou là où il travaille, et selon les êtres humains, ceux qui vont appliquer ces décisions-là. Donc vous voyez, donc, il y a toujours une prise en compte de tous les éléments. Nous sommes dans une systémie, donc nous travaillons ensemble avec un groupe et chacun de ces groupes-là va être valorisé et pris en compte comme tel et comme part indépendant. Il va prévoir aussi, et dans des prévisions, là aussi, il va faire appel à tous ces éléments de communication, à ses compétences, et il va faire des prévisions. Il va organiser, là aussi, organiser le travail, mais organiser les humains. Là où il y a les humains, là où il y a de la communication, le Milton Model aujourd'hui, il va vous apporter un élément très important pour le mettre en application. Et puis, il va animer, là aussi, il va animer, donc il va utiliser sa voix, il va parler, et l'objectif, c'est que tout le monde soit OK avec lui et arriver à un consensus en quelque part. Il va motiver, et puis nous allons voir aussi avec le Milton Model, comment, ou la communication ericksonienne, comment nous pourrons motiver tout le monde, parfois avec une simple phrase, c'est cette phrase-là qui va motiver tout le monde avec toutes les différences et tous les types de personnalités qui puissent exister. Et puis, communiquer. Alors là, communiquer, c'est vraiment l'art de Milton Erickson. C'est cette facilité à communiquer avec tout le monde
et trouver les bons mots, les mots qui vont avec ce qu'il faut. Et enfin, faire faire. Alors pour faire faire, ça aussi, il y a des instructions, il y a des éléments qu'il va prendre en compte par rapport à son équipe et à tous ceux qui l'entourent. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un contexte particulier, ce contexte Covid qui a posé peut-être des difficultés pour pas mal de personnes, pour ne pas dire pour tout le monde. Et là, j'utilise une généralisation. Nous verrons tout à l'heure à quoi servent ces généralisations. Tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné à des degrés divers. Et dans ce temps de crise, la communication prend plus d'ampleur, plus d'importance. Et le but serait de fédérer et de ramener tout le monde sur un seul projet. Bon, comment sortir de l'inertie pour atteindre la performance? Tout simplement en prenant compte du potentiel qui nous entoure, des talents que nous avons, des ressources qui sont en nous. Et nous allons voir tout à l'heure la définition de ressources par Erickson. Donc, les ressources, nous avons tous les ressources en nous. Après, évidemment, vous avez l'estime de soi, la confiance, après pour arriver évidemment à la motivation et enfin passer à l'action, et ce qui va nous permettre d'arriver aux performances et de l'atteinte des objectifs. Alors, par la maîtrise du Milton Budel, c'est-à-dire par la maîtrise des techniques langagières modélisées auprès de Milton Erickson, vous parviendrez à mieux communiquer ce langage, à mieux communiquer. Donc, ce langage appelé langage ericksonien ou communication ericksonienne est le langage de communication par excellence. Avec le métamodèle de la PNL, nous n'allons pas aborder la PNL aujourd'hui, mais ce métamodèle, on le retrouve aussi en PNL. Le modèle de Milton Erickson forme donc les clés du langage du changement. Et le changement vient toujours de l'intérieur et de ceux qui sont en face de nous. Donc, un petit rappel historique quand même pour revenir à Milton Erickson ou Milton Hyland Erickson qui né le 5 décembre 1901 au Nevada aux États-Unis. Il est décédé le 25 mars 80 en Arizona. En tout cas, il a révolutionné le monde particulier de l'hypnose. Il faut quand même rappeler quelques éléments qui sont que Milton Erickson a vécu. C'est vrai que c'est un génie. Il a révolutionné l'hypnose et la façon de traiter les patients. Il est daltonien, dyslexique. Par contre, il a une acuité auditive et un sens aigu de l'observation. Ce sens aigu de l'observation l'a aidé à surmonter sa maladie, puisque à 17 ans, il a été atteint par une poliomyélite et il était carrément réduit, il a perdu l'usage de ses bras et de ses mains. Rien qu'en observant sa petite sœur marcher, il a réappris à marcher. Il a retrouvé la marche, il a même fait le tour des États-Unis en canoë, pour vous dire que, c'est-à-dire comme s'il avait créé de nouvelles connexions neuronales pour qu'il puisse retrouver l'utilisation de ces muscles-là. Et ça a bouleversé, ça a transformé sa façon de voir les choses. C'est grâce à cette acuité qu'il a, visuelle en particulier, qui lui a permis de retrouver la santé et de finir ses études de médecine et tout ce qui s'ensuit. Donc, il a bouleversé le monde de la psychothérapie et de l'hypnose par son approche à la fois humaniste, ou plutôt humaine et créative. Pour lui, l'inconscient est un réservoir de ressources. Et comme il disait, c'est hors du champ de notre conscience que sont situées toutes nos ressources. Je peux vous donner un exemple particulier pour ceci. Les parents connaissent bien ça. On rentre du travail, on est fatigué, on ne mange pas, on est tellement fatigué qu'on va au lit et puis on dit on ne va pas bouger. Donc on ne va pas bouger et puis tout d'un coup on entend un bruit fort, que ce soit un cri d'enfant ou je sais pas, ou un bruit carrément dans le jardin, et ben on va sursauter et sortir au courant de la pièce. Alors même pas une heure avant ou quelques minutes avant, j'ai dit oui, je suis crevé, j'ai même pas la force de manger. Et puis cette force qui revient tout d'un coup, ça veut dire que nous avons quand même
ces ressources et cette réserve en nous qu'il faut aller chercher. Selon Milton Erickson, nous avons, c'est un modèle, donc il marche. Milton Erickson, il parle de l'inconscient, là où il y a toutes nos ressources, et du conscient. Et puis, il y a différentes études qui parlent. Il y a ceux qui disent le conscient gère 10% de ce que nous faisons, 90% par l'inconscient. Et puis d'autres, ils disent 15%. Mais tout le monde est d'accord pour dire que tout ce que nous faisons est surtout conscient, et inconscient, pardon, et inconscient. Et la conscience, si on la donne en temps de minutes par jour, c'est 20 minutes par jour que nous sommes en pleine conscience. Pour vous donner une idée, tout ce que nous faisons de façon réflexe, tout ce que nous faisons de façon automatique, tout ceci est géré par l'inconscient. Et toute profondeur, vous avez tout ce qui est fonction vitale. Et heureusement, tout ce qui est battement cardiaque, c'est l'inconscient qui le gère, la respiration, le système immunitaire, le système hormonal. Imaginez que la respiration était consciente, on va être embêté. Parce que j'ai oublié de respirer. Donc, vous voyez, heureusement, ou quand on dort, heureusement que ces fonctions vitales sont garanties par cet inconscient. Donc, un autre élément aussi quand même à vous communiquer, dans la communication, il y a 3 éléments. Le langage du corps, parce que là, il vient directement de l'inconscient. Donc, ça peut être ce qu'on appelle en anglais le body language. Celui-là, il est géré directement par l'inconscient. Le ton de la voix, ça représente 38% de notre communication. Imaginez, cet après-midi, nous allons passer 1h30 agréable. Nous allons parler de Milton Model et de toutes les techniques que Erickson utilisait. Vous allez voir qu'au bout de 10 minutes, 5 minutes, peut-être moins, vous allez vous endormir. Donc, c'est le ton de la voix, cette intonation, c'est comme si on mettait en gras certains mots. Et c'est des éléments que Milton Erickson utilisait énormément. Après, 7%, c'est tout ce qui sort de la bouche. Donc, vous voyez, si vous ne faites attention qu'à ce que vous dites, évidemment, vous avez 7% de chance de communiquer. D'où l'intérêt de prendre tout le corps comme cette cybernétique, donc, où le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Donc, toute notre façon de parler, notre façon d'agir, le corps, comment il bouge, tous ces éléments font partie, évidemment, de notre communication. D'autres éléments, là, je vais parler du comportement, nos comportements qui sont importants. Alors, est-ce qu'ils sont réflexes ou est-ce qu'ils sont travaillés? Oui, on peut les travailler, mais généralement, sans réflexe. Et nos comportements sont liés à des intentions positives. Quoi que vous faites, quoi qu'on fait, il y a toujours une intention positive derrière, pour la personne, évidemment. Et là, nous pouvons travailler sur le comportement aussi. Après, il y a l'environnement qui aussi influence nos comportements. Je me comporte d'une manière chez moi, mais au travail, je me comporte d'une autre façon. Et donc, nous sommes la même personne, dans la même situation, je vais me comporter de façon différente. D'où l'intérêt de prendre en compte ces éléments-là pour travailler sur nos comportements ou sur notre façon de faire. Là, par exemple, je reviens sur les comportements. Moi, je coach et je prépare des étudiants, par exemple, pour les examens, pour les années scolaires. Donc, pour l'examen, une simple question, je dis, mais où est-ce que tu travailles le mieux? Où est-ce que tu te sens vraiment à l'aise et tu vois comme si une fontaine d'intelligence s'est ouverte? Il me dit, oui, moi, c'est dans ma cuisine. Ça dépend, lui, il a choisi la cuisine. Et ce que nous faisons, c'est, écoute, quand tu vas passer ton examen, une fois que tu es assis sur cette table-là, ferme les yeux pendant quelques secondes et imagine que tu es dans ta cuisine. Ça veut dire, je leur demande de ramener cet état, cet élément. Donc, ça veut dire comme si je changeais leur environnement et du tout, la personne, peut-être il y a ceux de présents qui vont se reconnaître dans ces états-là pour être vraiment à l'aise. Bon, en hypnose aussi, nous travaillons ce que nous appelons le safe place, donc c'est un élément comme ça, donc c'est nous recréer un environnement. Et quand on agit sur l'environnement, même dans l'imagination, parce que notre cerveau, en fait, ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc, je peux travailler, collaborer avec et lui donner le meilleur environnement pour
travailler ou pour être à l'objectif. C'est comme cette attention positive. Si le comportement est mal adapté, nous allons, avec l'hypnose, communiquer et prendre en compte cette intention positive et laisser l'inconscient choisir un autre comportement tout en gardant cette intention positive, mais le comportement adapté à la situation ou aux circonstances. Après, nous avons aussi des valeurs. Parce que les valeurs, et vous avez vu, Philippe, on en a parlé l'autre jour, les valeurs, il y a les profondes qui sont à l'origine de cette motivation. Les valeurs guident nos motivations et notre comportement. C'est très important aussi de travailler, tel qu'il a dit, dans un milieu où les gens partagent les mêmes valeurs. Il y a des sociétés qui ont leurs propres valeurs, qui créent, qui mettent comme ça une harmonie, mais c'est très important aussi de travailler sur les valeurs-là. Et les critères sont les détails, évidemment, qui nous permettent de choisir et émettre un jugement. Alors, l'action possible sur les valeurs, c'est de faire une hiérarchisation. Donc, ça veut dire, on peut faire un bilan. Là, ça m'arrive surtout quand je coach des couples et qui sont un peu en conflit. Ben, je demande à chacun de mettre ses valeurs de part et d'autre, de travailler chacun à part, de mettre les valeurs. Après, nous allons confronter les valeurs pour les retrouver et demander au couple de travailler. Ça veut dire, je prends le cas, moi j'étais célibataire et j'ai l'habitude, je suis libre, j'aime la liberté et j'aime surtout l'amitié. J'ai mes copains, c'est très important. Donc quand je sors du boulot, ben, je passe prendre un café ou boire un pot avec mes amis et après rentrer à la maison. Bah, la même personne s'est mariée, elle a eu des enfants, les enfants ont grandi et puis hop, les problèmes commencent à la maison. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la maman est débordée. Elle a besoin de l'aide de son mari. Donc, le mari lui dit, ben oui, ma famille est importante, sauf que inconsciemment, les amis passent devant. Le fait de mettre et de faire cette hiérarchisation des valeurs permet à la personne de basculer. Et puis cette personne-là, je me rappelle d'un cas particulier, les amis sont passés en deux et la famille, elle est passée en un. Et du coup, quand il sort du travail, sans s'en rendre compte, la personne rentre chez lui et avec les amis, il a gardé un jour par semaine, le week-end, pour aller sortir et s'amuser. Donc sur les valeurs, nous avons cette possibilité de travail, cette possibilité d'action et on va trouver ce qui est le plus motivant pour la personne. Alors, les croyances, c'est une autre chose. Les croyances n'ont rien à voir avec les valeurs. Les croyances reflètent notre façon de penser et génèrent des programmes comportementaux. C'est du type, par exemple, la personne qui dit je n'ai jamais eu d'accident au travail, cela n'arrive qu'aux autres. C'est une croyance. Parce que réellement, est-ce que c'est vrai? Non. Et comme je dis, moi, je reçois donc un coaching, il me dit ouais, mais ça c'est difficile, je ne pourrais pas. Ben, je lui pose la question tout simplement, et comment ton voisin a pu le faire? Si une chose est faite par un être humain, ben, l'autre peut le faire. Donc, c'est des éléments, donc on peut modifier, changer les croyances ou les remplacer par d'autres. Et en plus, il y a un élément, une croyance négative peut devenir positive en changeant juste le contexte. Je prends le cas d'une fille qui, par exemple, elle croit qu'elle est timide, elle croit qu'elle ne peut pas s'en sortir avec les gens. Donc, évidemment, si on le met au service d'accueil, ça va un peu bugger. Par contre, si on le met par exemple, dans le service financier où elle est toute seule, elle est bien concentrée sur son travail, là, le fait d'être un peu introverti va lui permettre de garder, par exemple, secret tout ce qu'elle voit devant elle. Donc voilà, là, c'est les managers, peuvent jouer selon les types de personnalités ou selon le comportement, comment les gens pensent pour non seulement les mettre plutôt dans un environnement qui soit agréable pour ces gens-là, mais ils seront encore plus productifs. Eh bien, il y a des éléments qui sont très importants, à savoir l'objectif, et on va penser en termes de résultats. Après, nous avons nos représentations sensorielles aussi, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, et tous ces éléments vont jouer énormément. Un élément important aussi au niveau du comportement, c'est la flexibilité aussi. Ça, c'est un élément, surtout aujourd'hui en temps de crise et même en dehors. Être flexible aujourd'hui,
est vraiment un atout pour un manager ou pour un employé de façon générale. Et puis, en communication, nous avons besoin aussi d'un rapport. Le rapport, il est particulier. Nous allons le développer tout à l'heure. Je reviens un peu sur la relation objectif et représentation sensorielle. Ben, écoutez, je vais vous demander une chose. Imaginez, vous montez dans un taxi et vous lui demandez allez-y. Allez-y, mais où? Où? Allez-y. Donc, j'ai besoin pour mon cerveau de, de lui montrer l'objectif où je vais aller. Ça a besoin, on a fait, je ne vais pas revenir sur les étapes pour développer ou pour faire un objectif. C'est bon, j'ai mon objectif, mais qu'est-ce que nous allons rajouter à cet objectif? Parce que voilà, moi je travaille pour gagner un salaire, mais tous les jours je suis obligé de me lever le matin après d'être fatigué, de prendre les transports et je rentre vraiment fatigué, je n'en peux plus. Alors, mais si on lui pose la question, mais pourquoi tu travailles? Ah oui, mais il nous faut travailler. Oui, mais pourquoi? Et si tu ne travaillais pas? Ah non, c'est impossible. Ben, les études des enfants, comment on va manger? Ah d'accord, donc tu travailles pour offrir des études à tes enfants. Et oui, mais quand tu leur offres des études, après, qu'est-ce qui va? Ah ben oui, ils vont réussir. Et s'ils vont réussir, comment les choses? Ah oui, ils seront autonomes. Ah oui, et toi, comment tu vas? Ah oui, je serai fier. Je serai bien. Et là, on fait remonter ce côté sensoriel en lui. Ça veut dire, si j'ai un objectif que je ne mets pas le côté sensoriel derrière, ben, la motivation elle ne va pas être forte. Mais au lieu de me focaliser sur le salaire, je vais me focaliser sur ce que je vais gagner en termes émotionnels. Et là, c'est beaucoup plus que l'objectif en lui-même. Parce que c'est ça la vérité. Nous sommes une boule d'émotions. L'être humain est une boule d'émotions. Travaillons, profitons de ces éléments-là. Quand vous parlez à quelqu'un de quelque chose qu'il apprécie, vous avez remarqué, il va vous répondre, il peut être capable de parler de ses enfants, de ses trucs pendant des heures et des heures, parce que ça l'intéresse, parce que ça suscite en lui quelque chose d'agréable. Et nous allons utiliser ces éléments-là. Et Erickson utilisait souvent ces éléments. Ces éléments. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Et quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis? Et quand tu te dis, qu'est-ce que tu sens? Et puis à certains moments, on peut dire, ben oui, tu peux croquer cet élément-là. Pourquoi? Parce que nous avons des filtres et nous percevons le monde avec ces filtres-là. Donc, nous avons le filtre visuel. Il y a des gens qui vont voir beaucoup plus des images. Le filtre auditif avec les sens, le kinesthésique, le toucher, les émotions. Après, le canal olfactif avec l'odorat et le gustatif avec le goût. Donc, nous allons percevoir le monde, construire notre expérience. Tout ce que notre vécu, il est codé comme ça. Il est emmagasiné en termes sensoriel, peut-être visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif. Ce qui nous mène à vous parler un peu de la perception des choses. Comment nous voyons les choses. Et prendre conscience de ces éléments-là permet particulièrement aux managers de prendre en compte la différence des autres. Ben, imaginez, la réalité, elle est là. Chacun de nous, avant que l'information arrive déjà, vous voyez les 5 sens, avant d'arriver et de percevoir ces informations-là, elle va passer par 3 filtres et 3 processus. Donc, les filtres sont les filtres plutôt neurologiques. Ça veut dire, là, c'est organique. Nous sommes faits comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette robe à un certain moment sur Internet qui a circulé. Alors, les gens, ils vont dire noir, l'autre, ils vont dire plutôt qu'elle est bleue. Et en fait, nous avons un spectre visuel. Il y a plusieurs explications. Il y a des gens qui parlent cerveau droit, cerveau gauche, mais moi, ce que je retiens, c'est que notre spectre visuel, s'il est porté beaucoup plus vers les infrarouges, ben, la personne va l'avoir comme noir. S'il est porté beaucoup plus vers l'ultraviolet, eh ben, il va l'avoir bleu. Donc déjà, physiquement, nous sommes différents sur le plan neurologique. Imaginez quelqu'un qui est daltonien, évidemment, il ne va pas voir les couleurs comme les autres. Et il va falloir prendre en compte ces éléments-là.
Le deuxième filtre, c'est le filtre socio-culturel. Tout ce que notre famille a apporté, notre pays. Alors, si j'ai grandi dans un pays chrétien, ben, je vais avoir un filtre qui passe par là. S'il est musulman ou autre, donc vous allez voir, ce côté socio-culturel va nous influencer. Après, il y a encore, s'ajoute sur ceci, le filtre individuel, ma façon de voir les choses. Je peux être d'accord ou pas d'accord. Donc, cette partie, elle va encore subir d'autres éléments. Donc, à savoir, ces trois processus. Et c'est des processus. Donc, il y a la généralisation que nous allons voir, la sélection et la distorsion. Je ne m'attarde pas là-dessus puisque nous allons voir ceci. Après, tous ces éléments arrivent au niveau du cerveau. Et arrivé au niveau du cerveau, évidemment, là, il va y avoir un mélange avec mon expérience, avec les valeurs, les croyances, le monde et tout ça. Et je vais avoir ma propre façon de voir les choses. Donc, quand vous poserez la question à quelqu'un, qu'est-ce que veut dire la liberté, eh bien, ne soyez pas surpris si chacun de ces gens questionnés va donner sa propre définition. Pourquoi? Parce que, entre autres, les gens, nous avons des canaux préférentiels. Il y a des gens qui disent, ouais, moi je suis visuel, moi j'ai besoin de voir. Moi j'ai besoin de voir, sinon ça ne marche pas. Ben, évidemment, alors si je suis visuel et qu'on m'envoie une note de service, ben, je vais la lire, je vais la voir. Et comment avoir une idée, si en discutant avec la personne, je peux savoir quel canal elle va utiliser. Donc les gens visuels, ils vont dire plutôt je vois, c'est clair. Ils vont utiliser dans un langage, ce qu'on appelle les prédicats linguistiques, un langage qui se rapporte au visuel. Les auditifs, eux, ils vont dire oui, j'entends bien, ça me parle. Tous ces éléments vous orientent sur le canal de sensibilité. Donc, si vous avez des instructions, les instructions, on va les faire passer sur tous les canaux. Donc, envoyer une simple circulaire, les auditifs ils risquent de ne pas donner attention à ce papier qu'ils ont trouvé sur le bureau parce qu'eux, ils ont besoin d'écouter. Et c'est des gens-là, pendant les réunions, vont écouter. Après, il y en a d'autres qui vont être sur le canal kinesthésique. Alors, cela, c'est facile. Oui, je veux dire, oui, mais ce dossier, je ne le sens pas. Et puis, il y a l'autre, le visuel, par exemple, il dit, mais comment on peut sentir un dossier, ça ne se sent pas. Et là, ça vous donne une idée. Et c'est comme c'est des clés de passage, c'est des clés qui vont permettre de mieux communiquer. Et ces éléments étaient tous bien utilisés et vraiment très bien utilisés par Erickson. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans l'olfactif et aussi dans le gustatif. Alors, nous allons voir trois éléments. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de rapport. Le rapport veut dire une communication inconsciente d'une personne à une autre. Et le rapport a des règles. C'est ce qu'on appelle, il y a la reformulation, nous allons voir ce que c'est, la synchronisation et la calibration. Mais je vais commencer par l'acuité sensorielle et la calibration. Donc, ne pas faire uniquement attention à ce que la personne, mais aussi... Vous m'excuserez 2 secondes, parce qu'il y a quelqu'un qui doit passer. Me voilà de retour, excuse-moi pour cette intrusion. Donc, je reprends l'acuité sensorielle, elle est basée sur plusieurs éléments. Sur la façon la personne qui utilise pour parler. C'est aussi une amélioration de la communication, modification, par exemple, on va regarder la modification de la couleur de la peau, la modification, par exemple, de la lèvre, de la respiration. C'est ce qu'on appelle calibration. C'est observer ce qui se passe sur le visage de la personne en face, parce que je ne peux pas savoir ce qu'il pense, je ne peux pas savoir ce qu'il ressent, mais par contre, je peux voir ce qui se passe au niveau de son corps. Donc, comme s'il va nous donner une idée sur l'état interne, sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Reformuler, c'est en fait aussi résumer en plus court, en plus simple. C'est pour classer, pour avoir quelque chose de plus structuré, centré sur l'essentiel, les mots-clés que la personne nous donne. Alors, aussi pour Erickson, dans la reformulation, on peut dire c'est aussi prendre et utiliser les mots de la personne. Donc, nous avons vu la perception. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple
par exemple, l'exemple de la liberté, ce que je vais dire, eh bien, quand je vais parler avec mon client ou avec mon adjoint ou avec mon personnel, je vais utiliser le mot que l'autre, s'il dit, ouais, moi, je veux être heureux, je ne vais pas chercher en langage ericksonien que veut dire heureux. Je veux dire, voilà, je te donne l'opportunité de travailler, de faire des heures supplémentaires pour que tu sois plus heureux. Lui, il sait ce que c'est heureux. Je n'ai pas besoin, moi, de savoir ce que c'est. Alors, la synchronisation, c'est vraiment un rapport, ça, d'inconscient à inconscient. Elle peut être non verbale, c'est par exemple au niveau de la posture, au niveau des gestes, au niveau du ton de la voix, au niveau de la respiration. Donc, en fait, c'est se mettre sur la même longueur d'onde. Et puis, il y a la synchronisation verbale. Donc, je vais utiliser le langage de la personne, ses valeurs, ses critères. Et là, je vais en quelque sorte aller dans son monde à lui. Puisque je veux lui transmettre, je vais communiquer avec lui, c'est à moi d'aller chez l'autre. Et là, nous passons un peu au Milton Model. Est-ce que tout va bien jusque-là? Je ne sais pas, Arthur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ça va, on te suit, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de questions? Non, pas pour l'instant. OK. Je Donc pense que là, c'est j'ai bon. parlé, comme vous vous rappelez, de l'écrin de la bague. Maintenant, nous allons parler du diamant. Donc, le Milton Model, ce sont des processus naturels utilisés par le cerveau pour favoriser l'apprentissage. En Milton Model, ils permettent d'installer le flou et de l'ambiguïté dans le message. Alors, tout à l'heure, en commençant, tu te rappelles, je te dis, est-ce que tu veux qu'on commence tout de suite ou on a déjà commencé maintenant? Donc là, ça donne comme un bug. Et c'est exprès. Ce bug, il est fait de façon stratégique. Donc, ce flou installé volontairement va permettre à l'inconscient de mettre sa propre image sur les propositions et d'acquiescer plus facilement. Nous devons le Milton Model ou le métamodèle en PNL à Bandler et Grinder qui, eux, ont modélisé Erickson. Parce qu'Erickson, quand il travaillait, il le faisait de façon en toute créativité. Donc, il utilisait les mots qu'il trouvait le plus opportun. Donc, et le Milton Model va tout simplement va vous donner le pouvoir de décupler votre capacité à convaincre et faire adhérer les autres à vos idées. En fait, c'est le langage par excellence de l'influence, pas de la manipulation telle que le sens on y va, parce que je vous rappelle que le mot manipuler, c'est un mot qui n'est ni positif ni négatif. On peut manipuler son ordinateur, on peut manipuler tant d'autres éléments, et c'est en fait la science ou la possibilité de cette manipulation. Donc, le Milton Model va vous faire atteindre vos objectifs personnels et professionnels, élargir votre réseau et, comme je vous ai dit tout à l'heure, nouer des liens plus facilement. Son domaine d'application, il est large et partout, professionnel et personnel. Ça peut être en famille, en amis, dans son intimité. Donc, ça, c'est un outil de langage qui va vous permettre vraiment de conquérir l'autre et d'arriver à sa fin sans que l'autre ne se rende compte. Et il est en plus OK. Alors, Milton Erickson utilisait beaucoup les permissions et les langages. Hans, Oui. il y a peut-être une question là qui vient. Yes. C'est comment demander à quelqu'un de faire quelque chose sans que lui ne le sache? Est-ce que ce n'est pas finalement de la manipulation? En fait, comme je vous dis, la manipulation, ça dépend. C'est-à-dire, si je vais le manipuler pour faire quelque chose contre ses valeurs, il ne le fera pas. Ah non, il ne le fera pas. Parce que notre inconscient, donc ça, c'est un élément à retenir, notre inconscient, comme dans l'hypnose, notre inconscient, il est là pour nous protéger. Notre inconscient, il est là pour nous protéger. Ça veut dire, on ne peut pas manipuler quelqu'un pour faire quelque chose si, au fond, il n'est pas d'accord. Ça veut dire, sous hypnose ou avec le Milton Model, si on demande à une personne d'aller braquer une banque et si la personne le fait, c'est que c'est un voleur. Mais il ne le savait pas. Bon, je prends un exemple. Là, nous sommes dans un contexte de crise. Beaucoup d'entreprises ont licencié ou on réduit le personnel ou encore on réduit le revenu, le salaire. Oui. Et donc, certaines personnes n'ont pas dit mot. Pas parce qu'elles sont d'accord, mais parce qu'elles se disent que je n'ai pas le choix.
Oui, mais nous allons avancer. Est-ce que tu peux la garder, cette question, jusqu'à la fin? OK. OK, parfait. Donc, parce que là, vous allez avoir les techniques et la façon de faire. Donc, alors, Milton Erickson, il donnait des permissions. Il y a des gens qui se bloquent et qui n'autorisent pas. Ben, écoute, autorise-toi à te reposer, autorise-toi à faire ceci, autorise-toi à faire cela. Et puis, tu peux faire ceci, tu peux. Donc, ça veut dire, au contraire, aller vers ce langage de permission, de me demander à la permettre de se permettre, par exemple, de se reposer. Il y a 1 heure de repos, il y a les gens, regardez, il y a très peu de personnes. Eh bien, écoute, pendant cette heure, tu peux aller, par exemple, je ne sais pas, faire une petite sieste, ou tu peux, ah bon, comment ça? Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire donner ces permissions à la personne, parce qu'il y a des gens qui se mettent eux-mêmes des obligations. Nous allons voir ça. Après, vous avez aussi des descriptions sensorielles. Milton Erickson utilisait énormément, c'est ça, ces descriptions sensorielles, c'est ce que les choses qui sont là. C'est-à-dire, regardez le temps, là, ici à Paris, il y a du soleil, je ne sais pas chez vous comment c'est. Donc, on va utiliser ces descriptions sensorielles dont j'ai parlé tout à l'heure et aussi faire allusion à ces états internes. Et vous pouvez observer les choses comme elles se passent et sentir à l'intérieur de vous que vous êtes rassuré. Donc ça, donc on va comme suggérer des choses qui sont à l'intérieur de la personne. Après, il y a ce qu'on appelle le truisme. Et ça, c'est fort. Le truisme, c'est une vérité non contestable qui permet d'accepter les choses comme des évidences. Il s'agit d'un fait que la personne a vécu et si souvent qu'elle ne peut l'accepter que quand on peut l'accepter vrai. Ça veut dire quand on dit le soleil, au soleil il fait chaud, ben, personne ne va dire non, il ne fait pas chaud. Mais par contre, comme je dis ici la phrase notre priorité dans la vie est notre famille, là tout le monde est d'accord. Là, personne ne peut dire que ma famille n'est pas ma priorité. Un père de famille, c'est sa priorité. Et en nous plaçant la deuxième partie, et c'est là où il y a de l'influence, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Donc un chef d'entreprise qui donne cette phrase-là, notre priorité dans la vie, c'est notre famille. Nous sommes prêts à tous les sacrifices. Est-ce que quelqu'un va dire non? Eh bien, tout le monde va dire oui. Et alors, moi, ce qu'il a caché, nous verrons ça aussi, tout, le mot tout, qu'est-ce que ça veut dire tout? Et les sacrifices, quel type de sacrifice? Mais c'est bon, les gens en face de moi, ils ont dit OK, c'est oui, ils ont accepté. Donc là, avec cette introduction, la personne peut commencer à parler s'il y a des changements, s'il y a des éléments, s'il y a une baisse de salaire, par exemple. Là, il peut le dire. Notre priorité dans la vie est notre famille. Et nous sommes un groupe uni. Nous sommes solidaires et on va se soutenir. Et s'il faut partager ce qu'il y a à partager, nous le partagerons. Et bien, les gens ils vont dire oui. Après, quand il va venir à la fin du mois pour trouver un demi-salaire, ben, lui, il a dit oui. C'est par solidarité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va commencer à manipuler. Après, en plus, il y a ce qu'on appelle les mots de liaison. C'est des mots qui créent des connexions artificielles. C'est le but, établir un lien entre ce que le patient est en train de faire et ce que l'interlocuteur souhaiterait qu'il fasse. Le message implicite, par exemple, est celui-ci. Alors que vous êtes en train de m'écouter, vous pouvez commencer à trouver les solutions. Donc, vous voyez comment nous avons, là, avec cette phrase, à rassembler 2 éléments. Un élément qui est là, mais avec le mot « et », j'ai ramené autre chose, qui peut-être les gens n'ont pas pensé à ça. Alors que vous êtes en train de m'écouter, vous pouvez commencer à trouver les solutions. Donc, et là, l'esprit, l'inconscient, il est parti. Parce qu'en fait, le langage, il y a une partie, elle est envoyée au conscient, mais le gros du message, il est envoyé à l'inconscient, qui, je vous rappelle, selon Erickson, est une ressource, est plein de ressources inépuisables, notre inconscient. Donc là, on permet à l'inconscient d'aller chercher la solution tout en partant d'un élément d'une description sensorielle, c'est-à-dire vous êtes en train de m'écouter. Ça, c'est une vérité. Après, vous avez les simples conjonctions. Transition douce, comme avec le mot et d'aller vers des transitions croissantes. C'est un lien vraiment indirect. Par exemple, vous pouvez vous lever de votre lit le matin et vous autoriser à vous féliciter. Voilà, vous voyez, là, j'utilise une permission. Vous pouvez vous lever de votre lit le matin et vous autoriser à
vous féliciter et imaginez la belle journée que vous allez passer. Donc, vous voyez, on est parti de vous lever du matin, on a rajouté autorisé à vous féliciter et imaginez la belle journée que vous allez passer. Et c'est un bloc qui marche ensemble. Par exemple, une autre phrase aussi, vous pouvez venir au travail et vous sentir bien dans votre bureau. Là, avec le « et », comme si c'est des évidences, c'est des choses qui vont se passer en même temps. Après, il y a ce qu'on appelle l'implication causale, où c'est des liens moins indirects, avec des mots tandis que, tout temps, comme, quand, pendant, que, alors que, qui traduisent une relation temporelle. Le lien devient plus fort. Alors que nos concurrents étaient en train d'innover, nous avons stagné. Alors, au départ, si on regarde, il n'y a pas de lien entre les deux. Mais quand j'ai rajouté le mot alors que, ça veut dire si en même temps les concurrents étant en train d'innover et nous avons stagné. Alors qu'il n'y a pas de rapport, mais tel formulé dans cette façon-là, c'est bon, le message va passer en entier. Après, il y a le cause à effet, et c'est les liens, ce qu'on appelle direct. X entraîne Y. Avec des mots tels que entraîne que, parce que, fera que, rend, crée, provoque, qui traduisent une relation de cause à effet, le lien devient de plus en plus fort. Parce que nous n'avons pas évolué et structuré et restructuré l'organisation, nous pouvons sentir maintenant l'amertume de la situation actuelle. Est-ce qu'il y a un rapport? Mais tel qu'il est formulé comme ça, c'est bon, le rapport, elle a été construit et le lien a été fait. C'est parce que nous n'avons pas structuré l'organisation que maintenant nous nous sommes pas mal. Donc, c'est quoi le message? Eh bien, pour se sentir bien, je vais évoluer et restructurer. Voilà. Au lieu de venir à la réunion, écoutez, la situation elle est catastrophique, nous devons restructurer et l'organisation et changer ceci, cela. Il y a des gens qui risquent de ne pas accepter cette façon de formuler la phrase. Mais si on la reformule de cette façon-là, parce que nous n'avons pas évolué et restructuré l'organisation, nous pouvons sentir maintenant l'amertume de la situation actuelle. Donc, nous, c'est X entraîne Y, même si au départ, il n'y a pas de rapport. Après, Erickson utilisait aussi les présuppositions. Et d'ailleurs, c'est une technique qui est largement utilisée dans la publicité. On l'utilise pour affirmer que la réalisation de quelque chose est acquise et nous en parlons avec certitude. Nous allons faire comme si c'est. Et là, il y a plusieurs façons d'utiliser cette technique-là. Il y a ce qu'on appelle les alternatives illusoires. Et bon, il y a beaucoup utilisent sans s'en rendre compte. Donc, nous laissons la possibilité de choisir entre deux choses qui mènent forcément à un même résultat. Préférez-vous mettre en place la nouvelle procédure? Là, nous sommes vendredi. Préférez-vous mettre en place la nouvelle procédure à partir d'aujourd'hui ou à partir de lundi prochain? Mais dans les deux cas, vous allez mettre en place cette procédure. Alors, les gens ils vont dire, ah oui, on va laisser lundi prochain. C'est clair, c'est gagné. Puisque dès le départ, les choses sont claires. Cette technique est utilisée aussi, je peux la donner, pour la prise de rendez-vous. Bonjour madame, j'aimerais bien voir le docteur ou X, monsieur. Alors, est-ce que vous préférez que je vienne lundi ou mardi? La personne va dire lundi. Et lundi, vous préférez matin ou après-midi? Après-midi. Vous, après-midi, c'est 16h ou 18h? 16h. Écoutez, la personne en face de vous, elle a l'impression de choisir, mais en fait, qui choisit? C'était moi, avec mon planning et mon agenda devant moi. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une alternative illusoire. Laissez le choix, mais tout mène au même but. Alors, le lien temporel, comme avant, après, pendant, quand, alors que, déjà, à quel moment. Cela, on va l'utiliser aussi, comme l'exemple que je vous donne, alors qu'une partie de vous est en train de réfléchir, l'autre a déjà trouvé la réponse. Donc, en même temps, comme si j'avais deux parties en moi, une qui réfléchit et l'autre, elle trouve la réponse. On va utiliser aussi les nombres ordinaux du type un autre, le premier, le second, le troisième. Et puis, bon, nous sommes en face, par exemple, le cas en face d'une équipe et on leur propose d'exécuter un nouveau programme. Alors, la personne peut formuler comme ça. Je me demande quelle équipe va en premier exécuter le nouveau programme. Donc, c'est une simple question. Et ça veut dire, je présuppose qu'il y a
une équipe, ça y est, elle va commencer. Mais je ne sais pas laquelle. Il y a une qui va, je ne sais pas qui c'est la première, mais il y en a une qui va commencer. Et laquelle va atteindre l'objectif en premier. Ça veut dire, et puis les autres, je ne sais pas la première, c'est qui, mais qui va atteindre aussi l'objectif en premier. Donc ces mots, tels que c'est reformulé, ben, fait qu'il y a une partie qui va commencer à atteindre et une autre qui va atteindre l'objectif, comme si c'est des évidences. Après, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience. Ça, c'est un élément qui est aussi important. On va utiliser les verbes du type se rendre compte, remarquer, prendre conscience, savoir, découvrir, constater. Donc, et là, même si nous nous adressons à l'inconscient, ce mot de prendre conscience a de l'impact. La phrase, par exemple, l'exemple que je vous donne, vous pouvez prendre conscience de tous les avantages que cette nouvelle procédure va vous apporter. Je suis en train de vendre une nouvelle procédure, de faire passer le message, et le fait de la formuler, vous pouvez prendre conscience. Évidemment, le fait de prendre conscience, la personne va chercher ce qui suit dans la phrase, de tous les avantages. Donc, et du coup, c'est bon. Au lieu peut-être d'être critique au départ et peut-être résister à cette nouvelle procédure, eh ben, si je prends conscience de tous les avantages, ben, je vais commencer inconsciemment à aller chercher les avantages de cette nouvelle procédure. Après, nous allons utiliser des commentaires ou des adverbes, par exemple, tout ce qui finit par MNT, comme ça. Donc, heureusement, réellement, par miracle, par magie, nécessairement, curieusement, facilement. Et là aussi, ça facilite l'impact du message et votre travail devient facilement plus agréable à chaque fois que vous y pensez. Donc, c'est un langage hypnotique qui est adressé directement à notre inconscient. Et quand on dit facilement, pourquoi? C'est parfois notre croyance qui veut dire, ah oui, ça va être difficile de faire ce travail. Mais si je lui dis, je le reformule de cette façon-là, eh ben, les choses vont se passer comme il faut. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, dans la perception, je vous ai parlé de ce qu'on appelle des filtres, les processus. Il y a l'omission, la généralisation et la distorsion. Voilà. Donc, dans l'omission, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des omissions simples. Et là, le but, c'est de laisser la personne remplir le vide. C'est comme si je vais adapter mon langage au monde de la personne. Donc, c'est la personne qui va remplir l'omission tout seul. Et du style, vous comprenez si bien que nous pouvons avancer. Ben, comprendre si bien quoi, avancer où. Donc, mais je vais laisser la personne imaginer ce qui est à faire ou ce qui est à rechercher. Deuxième phrase, rappelez-vous d'un moment particulier où vous aviez de l'énergie. Je vois mon équipe qui n'est pas OK, sont fatigués en fin de journée, de ceci. Ben, écoutez les gars, rappelez-vous un moment particulier où vous avez de l'énergie. Là aussi, rappelez-vous un moment particulier. C'est quoi le moment particulier? Et vous avez de l'énergie, mais quel type d'énergie? Donc je reste flou dans mes mots et je laisse l'autre personne et les utiliser. L'omission simple permet d'induire un processus de complétation inconscient et automatique de l'information manquante afin de donner du sens à la phrase. Donc, c'est lui qui va donner le sens à la phrase. Et je peux revenir à quoi a servi l'omission. L'omission sert à des éléments importants. Ça veut dire, si je capte tous les éléments, et vous savez, consciemment, les études, bon, il y a de nouvelles maintenant, mais je vous parle de l'étude qui est un peu ancienne. Si vous rentrez dans un endroit et qu'on vous demande de le décrire, vous allez donner 7 plus ou moins 2 informations. Et bien, notre inconscient a retenu 1000 fois le chiffre. Ça veut dire, si vous avez retenu consciemment 7 éléments, et bien, l'inconscient, lui, il a retenu 7000. Donc, l'omission, c'est un processus qui se met en place, qui se permet de se focaliser que ce qui m'intéresse. Donc, c'est ça le côté. Donc, c'est pour protéger de cette masse d'informations. Mais malheureusement, ça peut faire oublier des éléments. Alors, en hypnose ou en langage ericksonien, au contraire, nous allons l'utiliser pour laisser la personne remplir le vide avec des mots qui viennent de son monde à lui, de sa carte à lui. Après, l'omission par suppression de l'index de référence.
On ne précise pas qui. Ben, on peut tout apprendre, on peut tout changer. Mais on, c'est qui? On ne le sait pas. Et là, en disant on laisse la personne, ça peut être moi, ça peut être l'équipe, ça peut être, je ne sais pas, on laisse à la personne de chercher ce que veut dire le on. Après, vous serez, par exemple, la phrase, vous serez curieux de découvrir certaines sensations. Curieux déjà ce que c'est, et puis certaines sensations, qu'est-ce que ça veut dire, certaines sensations. Donc, on va laisser à la personne rentrer dans son cadre à lui et retrouver ses mots. Donc, cette omission permet à la personne de compléter l'information par elle-même et d'y mettre sa propre signification. Après, omission du comparatif. Et là, on ne précise pas le comparatif. Par exemple, mettez en place cette nouvelle procédure, vous serez mieux. Mais je serai mieux par rapport à quoi? Mais la personne, lui, va chercher qu'est-ce que ça veut dire mieux. Est-ce qu'il va être beaucoup plus à l'aise dans son travail? Est-ce qu'avec cette procédure, il sera en meilleure relation avec ses collègues? Je ne sais pas. On va laisser à la personne de remplir cet élément-là. Après, donc c'est des suggestions de compléter la comparaison avec ses propres références. Alors, quand vous dites vous êtes les meilleurs, qu'est-ce que ça veut dire les meilleurs? Tout le monde est content quand on lui dit tu es le meilleur. Mais le meilleur par rapport à quoi? Mais l'important, c'est que la personne, lui, va mettre meilleur par rapport à quoi? Et il sera heureux, il sera content. Alors, les généralisations, c'est un processus que nous avons utilisé et heureusement dans l'apprentissage. Par exemple, quand j'ai découvert la porte et les poignées, je sais que maintenant, quand je tourne la poignée, j'ouvre la porte. Mais je ne vais pas apprendre à chaque porte et à chaque poignée. Donc, je sais, donc j'ai généralisé ce phénomène, c'est tourner la poignée, tirer ou pousser la porte. Donc, c'est une façon d'apprendre, sauf que nous allons l'utiliser dans l'autre sens. Et là, il y a ce qu'on appelle les quantifieurs universels. C'est l'utilisation des mots qui sont des généralisations, du type toujours, chaque, jamais, tous, personne, tout le monde. Vous êtes, donc, comme exemple, je vous donne, vous êtes tous fidèles à cette société. Et vous avez montré à chaque fois votre engagement. Quand j'ai dit tous, je ne sais pas ce que ça veut dire tous, parce que réellement, on sont tous. Mais tous les gens, on ne va pas chercher qui n'est pas dans le tous, mais ben oui, nous sommes tous fidèles. Et nous avons montré notre engagement à cette société. Donc, quand on dit tous, c'est pour mettre tout le monde dans le sac, quelque part. En hypnose, on utilise tout ça et tout sera OK pour vous et vous serez toujours heureux. Mais on ne sait pas. Mais on laisse la personne, là aussi, imaginer ces éléments. Il y a ce qu'on appelle aussi la nominalisation. C'est changer un processus, un verbe, par un nom ou par une chose. La communication est la base de la réussite managériale. Mais qui va communiquer? Qu'est-ce que veut dire la communication? Donc, c'est une nominalisation. Donc, et là, c'est pour laisser les choses aussi beaucoup plus globales et beaucoup plus larges. L'interlocuteur va créer donc sa propre compréhension. Donc, la communication, chacun va la comprendre à sa façon à lui. Après, nous avons ce qu'on appelle aussi les origines perdues. Ce sont des vérités, des jugements, de valeurs dont la personne qui en est à l'origine n'est pas stipulée, elle est inconnue. Ça veut dire de style vouloir, c'est pouvoir. Tout le monde connaît ceci, mais qui a dit ça? Mais ça va être considéré par la personne comme une vérité. Cela permet de guider un interlocuteur sans qu'il exprime d'objection particulière, puisque vouloir, c'est pouvoir. Il y en a d'autres, c'est ce qu'on appelle des dictons et tout ce qui s'ensuit. Et puis, par exemple, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, parce que réellement, c'est vrai. Donc, mais les gens vont accepter ces éléments-là. Après la distorsion, là, c'est de la transformation de la vérité par rapport à moi. Et là-dedans, nous avons les causes à effet. Nous les avons vus tout à l'heure. Les causes à effet, ça veut dire X entraîne Y. Les choses sont vraiment simples et claires. Là, c'est une évidence. Après, il y a un autre élément.
tout à l'heure je vous ai parlé, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens, puisque je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas savoir ce que les autres ressentent, mais tout ce que je peux faire, c'est d'observer si la personne, elle est OK avec elle-même, ou si elle a besoin qu'on lui pose des questions. Ben, je te vois un peu inquiet. Ah non, 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 je ne suis pas inquiet. OK. Parce que je t'ai vu un peu. Ah oui, non, mais juste j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Ah, OK. Donc, j'ai la différence. Par contre, je peux vous donner une lecture de pensée du style, et pendant que vous écoutez mon intervention, vous remarquez que parfois votre attention décroche et raccroche. Donc, ceci affirme que l'on sait que l'attention fluctue sans donner d'argument factuel. Alors que nous sommes en train de regarder les gens, on ne sait pas s'ils accrochent ou s'ils décrochent. Ah oui, j'ai compris, oui, oui, je sais ce que tu voulais dire. Et ça, la personne risque de ne pas l'accepter. Mais nous faisons comme si les gens peuvent, lecture de pensée, voilà, du style, comme tu aimes te sentir bien, ben, tu vas faire les heures supplémentaires. Comme tu veux gagner beaucoup plus d'argent, donc tu acceptes les heures supplémentaires. Et là, je lui place des éléments que lui va accepter. Donc, c'est prétendre savoir ce que l'autre pense ou ressent sans expliquer pourquoi, vous le savez. Après, il y a une autre classe, une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les tournures de langage. Et là, il y a les question tags. Là, c'est pour contrôler une éventuelle résistance. Vous voulez être heureux? Oui, les gens vont dire oui. Ou là, comme vous allez relever le défi, n'est-ce pas? Donc, au lieu de rester contrer le mot relever le défi, parce qu'on ne sait pas s'il veut ou pas. Mais quand je lui dis, ah, vous voulez relever le défi, n'est-ce pas? Eh bien, la personne lui dit, oui, oui, je le fais. Donc, c'est le mot n'est-ce pas donne la réponse désirée et la réponse souhaitée par celui qui pose la question. Après, il y a le yes set. Le yes set, c'est un élément extraordinaire. En fait, il entraîne l'obligation d'acquiescer mentalement aux premières évidences prouvées, entraîne l'acquiescement de la suite, la suggestion. Du style, vous êtes venus nombreux, donc c'est oui, parce que là, devant moi, je vois beaucoup de personnes. Vous êtes venus nombreux, oui. Rassemblés dans cette salle, oui. Et m'écouter, oui. Ça veut dire là, je donne des choses où ils ne peuvent que dire que oui. Et vous allez relever le défi, oui. Donc, c'est un fonctionnement inconscient. Quand nous avons une succession de oui, eh bien, il y aura toujours un oui. Donc, les gens vont dire oui. Donc, vous voulez ceci, vous voulez. Donc, vous allez signer le contrat. Oui, et signez le contrat. On peut utiliser le yes set ou le no set. Vous ne voulez pas être triste. Vous ne voulez pas être malheureux. Vous ne voulez pas perdre votre salaire. Vous ne voulez pas faire ceci. Non, 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 non. Après, on dit, vous allez relever le défi. Oui. Et la personne accepte. Donc, il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées par Erickson. Ça, le yes set ou le no set, mais le but est le même. Après, il y a ce qu'on appelle le postulat de conversation. Quand vous dites à quelqu'un quelle heure il est ou quelle heure est-il, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il est, je ne sais pas, ben, à Paris, il est 16h38. Donc, je pose une question. Normalement, on va donner une réponse, mais là, non, on va faire une action. Ça aussi, on peut l'utiliser. Est-ce que la machine marche? Ben, il va vérifier peut-être est-ce que les paramètres sont OK? Ben, on peut s'attendre à oui ou non. Non, mais la personne, elle va regarder, elle va vérifier. Elle va vérifier si les choses vont. Donc, c'est une question qui amène plutôt une action. Après, il y a beaucoup d'ambiguïté. L'ambiguïté, elle est utilisée aussi pour entrer surtout de la confusion. Parce que la confusion met de côté le côté analytique, le côté conscient, et donc ouvre une brèche pour discuter directement avec l'inconscient. Quand je vous dis, êtes-vous là? Mais bon, il y a une partie de vous, il va penser, êtes-vous là? Oui, je suis là. Ou là, fatigué. Donc là, on peut faire des enchaînements, et là, ce qu'on appelle une ambiguïté phonique,
Donc, ça se prononce de la même façon, mais ça s'écrit différemment. Après, vous avez une syntaxe où le même mot peut avoir plusieurs sens. Votre engagement a un sens, mais le sens du sens a lui aussi un sens, parce que si vous prenez le sens de droite, il ne peut pas être le sens de gauche, alors que si je me mets de l'autre côté, celui de droite va être à gauche. Donc là, je sens que je suis en train de vous emmener dans un sens, et là, c'est de la confusion. Et bien, la confusion apporte une ouverture vers l'inconscient. Après, vous avez certainement aussi un troisième type, les ambiguïtés de ponctuation. Et là, tout dépend d'où est-ce qu'on met la ponctuation. Et selon la ponctuation, l'interprétation de la phrase, elle peut avoir plusieurs interprétations. Par exemple, vous travaillez de plus, vous travaillez de plus, en plus vous travaillez, en plus c'est productif. Vous travaillez de plus en plus, vous travaillez en plus c'est productif. Vous travaillez de plus en plus, vous travaillez en plus c'est productif. Donc vous voyez, la perception, elle change selon la ponctuation, alors que les mots sont et restent les mêmes. Après, vous avez des messages cachés, ou ce qu'on appelle des commandes enrobées. Le but est de donner un double message, un au conscient et l'autre toujours à l'inconscient. Vous pouvez commencer à vous détendre, comme si j'avais déjà commencé. Vous pouvez commencer à vous détendre. Après, ce que nous pouvons utiliser, c'est les commandes négatives. Et ceci surtout pour éviter la résistance. Je ne veux pas que vous travaillez trop. Il faut revenir un peu sur le fonctionnement cérébral, c'est que notre cerveau ne comprend pas la négation. Et on va faire un test. Ne pensez pas à la panthère rose. Sans attendre votre réponse, tout le monde a pensé à la panthère rose. Après, il a supprimé. Mais si je vous dis, pensez à la panthère marron, là, peut-être vous allez penser à la panthère marron. Donc, c'est un élément qui est essentiel. C'est pour ça que si vous dites à vos collaborateurs, ne venez pas tard demain matin, eh bien, pour comprendre le sens de votre phrase, votre collaborateur est obligé de venir en retard pour savoir ce que c'est être en retard pour ne plus venir en retard. C'est comme avec les enfants, ne rentre pas tard. Eh bien, c'est sûr qu'ils vont rentrer tard. Alors que si on dit, ben, rentre tôt, venez à l'heure, là, le message est clair, il va le capter. Donc, à chaque fois que nous allons utiliser la négation, le cerveau va la vivre avant. Sauf que, on peut utiliser ça stratégiquement dans un langage d'influence. Je ne veux pas que vous travaillez trop, j'enlève la négation, qu'est-ce qui reste? Je veux que vous travaillez trop. C'est ce que, pour comprendre cette phrase, vos collaborateurs sont obligés de passer par le positif, et là, vous arrivez à votre fin. Votre message est passé et vous allez avoir des gens qui vont travailler plus. Après, il y a ce qu'on appelle une violation par sélection restrictive. Ça, on va donner un attribut à quelque chose qui ne l'a pas. Vous connaissez tous, eh bien oui, mais ta chaise connaît la réponse. Et ta machine, elle sait comment faire. Mais est-ce qu'une machine sait faire? Non. Et là, c'est pour donner, en fait, faire passer le message à la personne pour lui dire, la chaise connaît la réponse, mais en fait, ça veut dire, ta chaise, c'est toi. Ça veut dire, toi, tu connais la réponse. Et ça passe mieux. Alors, les citations, c'est tout simplement, les citations, on va les utiliser comme des petites histoires pour éviter de prendre la responsabilité de l'affirmation tout en faisant passer le message. Je peux parler, et puis ma grand-mère me disait toujours, saisis les opportunités. Ma grand-mère me disait toujours, ou mon ami John, ou mon ami Alfred, ou mon ami Mohamed, ou je ne sais pas, ouais, à chaque fois que je le vois, il me dit, il faut se lever tôt le matin pour gagner sa vie. Et là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai passé mon message à mon interlocuteur. Donc, je donne la responsabilité de cette phrase-là à une autre personne qui n'existe pas ou qui existe. Ce n'est pas ça le plus important. Après, il y a des questions cachées.
provoque une réponse à une question qui n'est pas posée directement. Je suis curieux de savoir comment tu vas atteindre ton objectif. Et là, inconsciemment, on va pousser l'autre personne à chercher la réponse. Parce que je vais lui dire, comment tu vas faire pour atteindre ton objectif? Je ne sais pas. Il va répondre, peut-être je ne sais pas. Mais je veux dire, je suis curieux de savoir comment tu vas atteindre ton objectif. Là, on va pousser la personne pour trouver la façon de faire et la solution. Alors après, il y a ce qu'on appelle les histoires encastrées. Je vais raconter des histoires et à l'intérieur, hop, je vais glisser mon message. On va masquer une injonction directe dans une histoire. De style, la semaine dernière, j'ai rencontré un ami. Nous étions ensemble au même lycée à Tunis. Il m'a dit que dans son entreprise, le responsable des ressources humaines était une femme sympathique et qu'il a reçu et en lui disant c'est facile de changer. Là, cette histoire a emporté la personne pour retenir ce qui vient après. C'est facile de changer. Est-ce que c'est OK, Arthur? Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour messieurs ou mesdames, c'est facile le truc. Quand on vous dit il y a du café, on s'attend à quelle réponse? Il n'y a pas de café? Ça veut dire, tu rentres chez toi, ton épouse, tu es à la maison, elle dit, chérie, il y a du café? Ah bah oui, chérie, je t'en ramène tout de suite. Bah oui, mais en fait, voilà, donc on le fait. Ou ce soir, tu mets les couverts bleus ou les couverts blancs? Bah oui, bah, je vais mettre les blancs. Mais ce que le monsieur n'a pas compris, qu'en répondant à cette question, je mets les couverts blancs. Avant de mettre le couvert blanc, il va falloir mettre la table, dresser la table et faire tout ceci. Donc, vous voyez, c'est des mots que nous utilisons. Ah oui, j'aimerais bien un café. J'aimerais bien un café, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lève-toi, va me chercher un café. Donc, c'est des mots indirects que nous utilisons. Pourquoi je suis arrêté là pour savoir des questions? Parce que là, je vais vous montrer un petit speech que n'importe quel chef d'entreprise peut faire avec ses collaborateurs. OK. Est-ce qu'il y a une question pour le moment? Non, en fait, une des questions qu'un intervenant a posées, c'est pour lui, il semble important d'ingurgiter beaucoup de notions à la fois. Tout à fait, je le sais, je le sais. Alors, pour vous rassurer, toutes les formations que nous faisons chez Synapse, que ce soit en PNL ou en hypnose, en détail, parce que je ne peux pas parler, et encore, j'ai enlevé des choses, parce que le modèle PNL, rien qu'à lui, c'est 3 jours de formation. Mais pour vous donner ces éléments pour savoir que nous pouvons, vous avez la possibilité d'arriver à votre fin. En fait, c'est ceux qui ne savent pas parler qui n'arrivent pas à leur objectif. Mais ceux qui savent utiliser avec cette finesse ces éléments-là finissent toujours par atteindre leur objectif et avec un grand sourire et l'accord des gens qui sont en face d'eux. Okay. Donc alors oui Arthur. Non, je dis OK. Après c'est une question, évidemment, c'est une question d'entraînement. C'est une question d'entraînement. Plus je vais utiliser stratégiquement ces mots, plus les choses vont devenir de plus en plus simples parce qu'elles sont réellement simples. Au départ, elles sont simples. Tout est OK, tout se passe très bien. Mais évidemment, nous allons commencer. Et d'ailleurs, là, je vais vous proposer là, de lire ce texte. Bah, c'est un chef d'entreprise qui, évidemment, après le Covid, s'adresse à son personnel. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous bien? Après, nous allons les décortiquer. OK. Donc, après, nous allons décortiquer ensemble. Ça, jusqu'à maintenant, c'est OK. La période que nous avons traversée était particulière et celle que nous vivons l'est encore plus. Mais tout reste à faire. Comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. Et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Des défis, des moments heureux sont toujours là pour en profiter. Je ne vous demande pas de relever tous les défis,
car je sais que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires. Vous voulez sauver l'année? Vous voulez continuer à soutenir vos familles? Vous voulez être heureux? Vous voulez rester productif? Vous allez relever les défis. Vous êtes les meilleurs. Alors, est-ce qu'un ouvrier ou une personne peut, là j'attends peut-être votre interaction, est-ce que ceci fait peur à une personne ou semble directif? Qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Pour moi, c'est OK. Hein. Tous les ouvriers diront oui. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres en pensent. Alors, j'attends, peut-être on attend un peu s'il y a des remarques. Si c'est OK, je passe à... Je vois effectivement. OK. Ouais, je pense que c'est OK pour la plupart. Hein. Donc, vous voyez, c'est un discours qui passe facilement. Ouais. Alors, regardez comment il est truffé, truffé de mots du métamodèle, du langage ericksonien. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous bien? Là, je commence déjà par faire de la confusion. Comment allez-vous bien? Mais automatiquement, les gens vont répondre bien. Comment allez-vous bien? Bien. Ça, c'est quelque chose de... C'est inconsciemment. Et j'ai dit bien, je vis bien et je deviens bien. Alors, la période que nous avons traversée, mais quelle période? La période du confinement, juste après le déconfinement, je ne sais pas, la période. Ça fait vague comme mot période. Que nous avons traversée était particulière. Aussi particulière, que veut dire particulière? Est-ce qu'elle était dure? Est-ce qu'elle, au contraire, il y a des gens, ah bah oui, moi j'ai profité 3 mois chez moi, ça fait longtemps, j'avais les tiroirs à réparer, j'avais je ne sais pas quoi à faire, et j'ai profité pour faire la grasse matinée. Était particulière. Et celle que nous vivons l'est encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Encore plus particulière. Et là, nous laissons les gens mettre les choses dans leur tête. Ça veut dire, comme vous avez dit, tout le monde a dit c'est OK, parce que le langage était adressé à tout le monde. Et chacun des participants et des présents aujourd'hui a vu sa façon, il a vu son monde à lui, il a vu ce qu'il avait en fait envie de vivre. Ouais. La période que nous avons traversée était particulière et celle que nous vivons l'est encore plus. Alors, ça veut dire que c'est encore plus particulier. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais tout reste à faire. Alors, le mais, on l'a utilisé. Ça veut dire, mettons de côté, allez, oublions ces périodes-là, mais tout reste à faire. Tout. Le mot tout, c'est une généralisation. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Est-ce que tout le travail? Est-ce que tout le process? Qu'est-ce que ça veut dire tout? Tout reste à faire. Comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. Et là, hop, c'est-à-dire, si je veux, je fais. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Donc, et c'est une citation, ça ne vient pas de lui. Ah ben non, mais bah écoute, on l'utilise, mais on ne sait pas qui a dit ça. On a toujours entendu vouloir, c'est pouvoir. Ben, est-ce que c'est sûr? Je ne suis pas si sûr. Mais voilà, mais si je vais balancer cette phrase, vouloir, c'est pouvoir, ben, les gens, ben, si je veux, ça veut dire que c'est moi qui décide. C'est moi, si je veux, ben, je vais le faire. C'est pouvoir. Et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, est-ce qu'ils se lèvent tôt? Ça veut dire qu'ils commencent leur travail tôt? Est-ce qu'il faut qu'ils se planifient en avance? Est-ce que... Donc ça aussi, c'est... On a dit, mais qui a dit ça? On ne le sait pas. Alors après, des défis et des moments heureux. Qu'est-ce que ça veut dire, défis? Est-ce que des défis, c'est surmonter la crise? Est-ce que les défis seraient d'atteindre l'objectif, même s'il y a 3 ou 4 mois d'inactivité? C'est quoi les défis? Et des moments heureux. Donc, défis et moments ont été associés l'un à l'autre. Ça veut dire les défis et des moments heureux. Donc, ça va de pair. Ah ben, les défis vont amener des moments heureux. Je ne sais pas ce que c'est le défi. Je ne sais pas ce que ça veut dire des moments heureux. Sont toujours là. Ça veut dire elles sont là pour les cueillir ensemble, pour les prendre, pour en profiter. En profiter comment? Ça, chacun saura bien profiter de ces défis et de ces moments heureux, mais chacun à sa façon. Je ne vous demande pas de relever tous les défis.
je ne vous demande pas, donc ça veut dire je vous demande, en fait, comme on a dit, la négation n'est pas comprise, donc, et que la personne doit passer par le positif pour le faire, de relever tous les défis, alors là aussi tous les défis, car je sais, c'est une lecture de pensée, car je sais que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires. Et bien, chacun va trouver toutes ces ressources. Alors, nécessaire à quoi? Pour faire quoi? Ben, la personne saura, selon le poste où il est affecté, selon le travail qu'il fait, il sait de quelles ressources il a besoin et de quelles ressources sont nécessaires pour faire ce qu'il a à faire. Donc, jusque-là, c'est beaucoup plus donc, comme si un langage de motivation. Et en fait, tout ce que demande ce chef d'entreprise, c'est que les gens relèvent des défis, qu'ils travaillent plus. C'est tout. Vous voulez sauver l'année? Là, ce qu'on appelle un yes set. Ben, tout le monde veut sauver l'année, bien sûr. Vous voulez continuer à soutenir vos familles? Oui, tout le monde veut. Vous voulez être heureux? Ben oui, tout le monde veut. Vous voulez rester productif? Là aussi, oui, je veux rester productif. Et là, je fais comme s'ils étaient toujours productifs avant. Donc, quand je dis rester productif, ça veut dire j'étais productif. Et donc, voilà, vous allez relever le défi. Eh bien, oui, je relève le défi. Vous êtes les meilleurs. Alors là, le coup de grâce, vous êtes les meilleurs. Vous voyez un texte flou, il n'y a rien de précis, mais que chacun va adapter, que chacun va s'approprier à sa façon. Et à la fin, il est le meilleur. Il va se lever tôt, vouloir ses pouvoirs. Il va bosser, celui-là. Il va accepter les défis. Parce que le moment, c'est des moments particuliers. Donc, vous voyez, là, j'ai exprès truffé tous ces éléments dans ce petit papier. Et le résultat va être que les gens vont adhérer. Est-ce que c'est OK avec ce texte avant de passer aux deux dernières techniques que je vais en parler rapidement? Oui, il nous reste 4 minutes. Pour moi, c'est déjà bon. Hein. Moi, jusque-là, ce que je retiens et un des commentaires, c'est que finalement, la communication ericksonienne est au service de l'atteinte des objectifs. Entre autres. Voilà, à travers des techniques. Tout à fait. Il faut pouvoir mettre en pratique. Quoi. Alors, donc, nous enseignons aussi bien dans le module hypnose que PNL ce genre d'éléments. Bon, mais par contre, l'utilisation de la PNL, elle va vers la précision. Ça veut dire quand on dit en, qui, en, alors que nous, on va utiliser en hypnose pour laisser la personne imaginer. Je finis avec les deux dernières techniques, la dissociation et la confusion. Donc, la dissociation, c'est quand quelque chose est pénible, on va demander à la personne comme si ce n'est pas lui. Et regardez votre bras, comment il travaille tout seul. On dit votre bras, comme si le bras travaille et que c'est lui qui n'a pas envie de travailler. Et puis la confusion, j'en ai parlé un tout petit peu avec le sens et tout ça. Là, la confusion, c'est pour enfumer en quelque sorte le conscient pour permettre le travail avec l'inconscient. Et derniers éléments, la métaphore. Donc la métaphore est un élément important du langage de Milton. Ça peut être des anecdotes, des histoires, des contes ou de simples phrases. On peut choisir, on peut créer une histoire. Ben oui, je vous raconte l'histoire d'un chef d'entreprise qui, il y a un an, il était hospitalisé pendant 3 mois et pendant 3 mois, sa société vraiment, elle n'a pas marché parce qu'il était le seul à signer, il avait laissé personne. Alors la première chose, quand il est sorti de convalescence, je me rappelle très bien de cette personne-là, il a été acheter un bouquet de fleurs qu'il a ramené à sa femme pour la remercier pour être présent. Et juste après, il est reparti au bureau. Et puis, je commence à raconter tout simplement ce que cette personne a fait pour redresser, pour ceci. Et en fait, c'est une histoire dont une partie est envoyée au conscient de la personne, mais comme l'autre à l'inconscient. C'est comme les fables de La Fontaine. Je pense que tout le monde connaît les fables de La Fontaine. Voilà, on ne parle pas d'animaux, mais en fait, c'est les maximes, c'est ce qu'il faut retenir. Et bien, les métaphores servent vraiment à ces éléments-là. Et pour finir, je vous rappelle alors, les 3 copains là qui se chamaillaient au bureau, et ben, celui qui était en train de là, il faut, on lui a payé une formation en PNL et en hypnose, il est rentré transformé
Et du coup, l'autre qui était toujours là pour le bloquer lui a dit, ben, je ne sais pas, moi aussi, je crois que je vais faire cette formation-là. Et pour le plaisir de leurs copains qui étaient heureux enfin de voir ses copains autour de lui sans se chamailler et avancer avec tout en ayant cette façon nouvelle de communiquer entre eux. Donc, mot de la fin, si vous n'êtes pas à vos objectifs, c'est que vous ne savez pas parler. Merci beaucoup à toi, Hans, de nous avoir appris voilà, en quelques minutes comment parler pour atteindre nos objectifs. Et Dieu seul sait combien de fois, dans cette période de crise, dans le dialogue social, donc dans les échanges avec les collaborateurs et tous les acteurs de l'entreprise, il est important je ne dirais pas de convaincre parce qu'ils ne sont pas des cons pour vaincre, mais de pouvoir faire passer son message tout en les aidant à mieux comprendre ce pourquoi les choses doivent être faites. Une question qui nous parvient d'un internaute, c'est finalement combien de temps ça prend pour acquérir toutes ces compétences et les utiliser? Ben, écoutez, l'apprentissage, vous savez comment il passe. Il passe de l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas que je ne sais pas. Avant, vous ne saviez pas qu'il y avait ce Milton modèle. Maintenant, vous le savez. Donc, c'est ce qu'on appelle une incompétence consciente. Il suffit d'aller l'étudier, de le mettre en place et de l'utiliser pour que, comme conduire une voiture, ça devient un réflexe. Ça devient donc. Tout dépend du travail. Je sais pas, est-ce que tu me vois? Pardon? Est-ce que tu me vois? Parce que moi, Est-ce que je vois quoi? Okay. Voilà, c'est OK. Donc, tout dépend de l'entraînement. Donc, il y a des gens qui ont eu leur permis en 3 mois, d'autres, ils avaient besoin d'1 mois, ben, il y en a d'autres qui ont mis 1 année. Donc, plus vous allez le pratiquer stratégiquement, comme toute compétence, ça doit passer par le conscient. Donc, plus vous allez pratiquer, plus vous allez le faire. Et nous, dans nos formations, évidemment, on ne sort qu'après avoir acquis tous ces éléments-là et pratiqué. Après, vraiment, la vie devient un plaisir. Parce que après, donc on peut l'utiliser, comme je vous dis, dans la communication de tous les jours, avec son épouse, avec le truc. J'imagine que peut-être il y a des gens qui aiment le foot là. Moi, la Coupe d'Europe, par exemple, il y a un match le mardi, le mercredi, je monte chez moi. Oui, chérie, écoute, ce soir, il y a un match et demain, il y a un match. Alors, lequel tu me laisses regarder? Ben, je sais que c'est le mercredi, donc généralement. Ok, j'ai gagné ma partie. Je sais que le lendemain, même si je n'avais pas envie de regarder le match du mardi. Donc, cette choix illusoire, ben, on peut l'utiliser. Mais évidemment, comme toute technique, il ne faut pas abuser d'une seule technique. Donc, il faut mélanger. Et le rapport qui est très important est aller dans le monde de l'autre et utiliser les mots de l'autre. Parce que si je reste sur mon monde à moi, eh ben, c'est ma perception. Alors que les autres ont le droit d'avoir leur propre perception. Et c'est cette perception que je veux prendre en compte. Merci beaucoup à toi, Hans. Si je n'atteins pas mes objectifs, c'est la phrase que je retiens, c'est parce que je ne sais pas parler. Et pour apprendre à parler, je comprends qu'il faut apprendre, il faut se former, il faut pratiquer. Si mon message n'est pas passé, c'est que c'est moi qui ne sais pas parler. Ça veut dire en 2 mots, je n'ai pas choisi les bons mots. Donc, ce n'est pas l'autre qui n'a pas compris, mais c'est plutôt... En PNL, ce qu'on dit, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je ressens et de la compréhension de l'autre. La compréhension de l'autre et de la mission de celui qui parle, qu'il soit manager ou ouvrier ou big boss. Donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle le retour d'information, le feedback, l'accusé de réception. OK. En tout cas, merci beaucoup à toi, Hans. Comme on le dit à toutes les fois que Synapse intervient, pour ceux qui souhaitent avoir de plus amples informations, vous pouvez aller sur le site de Synapse Côte d'Ivoire. Et je profite également pour dire que Synapse offre, à l'occasion de ce congrès, 30% de remise pour les formations qui sont prévues en PNL, en hypnose et en mindfulness. Merci beaucoup à toi, Synapse. Et je dis Synapse, mais merci à toi, Hans. Et donc, ne quittez pas tout à l'heure. Oui, vas-y.
Tout à l'heure, nous aurons une conférence. Ce serait la quatrième et dernière conférence de cette journée. Et donc, il va nous aider à approfondir encore cette notion de dialogue, pas de dialogue social, mais plutôt de pratique managériale par rapport à la thématique générale. Donc, tout à l'heure, ne quittez pas et nous vous attendons. Je fais passer une publicité pour terminer. Merci beaucoup à toi et bonne formation demain. Merci, allez, à très bientôt. À très bientôt. Chez vous, là-bas. Allez, merci. Allez, ciao.